Bonjour, bonne année, bienvenue dans la quotidienne de School TV. On est ravis de vous revoir en cette année 2023. La quotidienne, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien ou l'éducation au quotidien. Ce sera plutôt ça aujourd'hui. Au sommaire, personnalité borderline, c'est un trouble. Il concernerait 1 à 2% de la population. L'estimation est un peu floue car ce trouble reste méconnu, pas toujours bien diagnostiqué. C'est la raison pour laquelle Abigail a décidé de s'engager en informant les autres. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire, celui de la naissance d'un homme politique aussi peu connu et qui lui aussi mériterait de l'être beaucoup plus, Gaston Monnerville. Les programmes seront ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, une histoire de licorne aujourd'hui. Et puis enfin, notre rendez-vous avec le cours particulier de Marie-Olivier à la découverte d'initiatives pédagogiques dans le monde entier. Direction aujourd'hui le Bangladesh avec l'ONG Friendship. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, c'est même reparti pour 2023. Grand Oral. J'étais hôtesse d'accueil, les apparences renvoyaient de moi l'image d'une jeune femme très heureuse, des amis super, des collègues, une vie géniale. Moi qui puise mon épanouissement au contact des autres, j'aimais mon travail et le fait de sourire, d'être au contact des gens, de parler. C'est Abigail qui parle, elle parle de celle qu'elle était il y a un peu plus de 3 ans, juste avant d'être diagnostiquée borderline, un trouble de la personnalité peu connu. Depuis, elle a décidé de témoigner pour montrer aux autres que oui, on peut s'en sortir. Et pour cela, elle a notamment ouvert un compte Instagram qui s'appelle Voyageuse au naturel. Elle est l'invitée du Grand Oral. Bonjour. Bonjour. Mais c'est vrai que vous aimez sourire. Bah ouais. Ben ouais. Quand je dis c'était il y a 3 ans et demi, c'est parce qu'on ne vous avait pas diagnostiqué, mais tout le reste de la phrase est vrai. Oui. Vous continuez à aimer sourire et à rencontrer les gens. Je profite quand même, je ne vais pas attendre bonne année. Hein. Bonne année tout le monde. Tout à l'heure. Oui. Bonne année, Abigail. Trouble de la personnalité, borderline. On va commencer par définir, ça signifie quoi ? Alors le trouble tel qu'il se traduit chez moi, ça va passer par une hypersensibilité, une hyperémotivité, une impulsivité, l'impression d'être tout le temps poussée dans les extrêmes. Donc une image de ma personne qui est parfois distordue, donc ça passe par je suis la meilleure du monde, je peux tout accomplir, à d'un coup l'extrême opposé qui peut être je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. L'impression d'être dysfonctionnelle et un peu une sensation de vide quasi constante. Et ça, dans une même journée, ce sont des états qui peuvent se succéder à plusieurs reprises, c'est ça ? Oui. C'est pas il y a des bons jours, des mauvais jours, c'est... Oui. Vous savez jamais à l'avance, quoi. Moi, à titre de comparaison, je prends souvent ce truc de... j'ai un peu l'impression d'être restée au stade enfant. C'est-à-dire, quand on regarde un enfant, il passe des rires aux larmes en un quart de seconde. Et moi, j'ai l'impression d'être totalement dans ce truc-là. C'est-à-dire, je vois quelque chose de joyeux, je suis au top de ma vie. Et puis d'un coup, je vois quelque chose qui m'attriste. Et puis, ça rebascule dans l'opposé, quoi. Alors, c'est un trouble, il est identifié, c'est même, vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, on peut le dire, hein. Oui. C'est un trouble psychique identifié, ouais. Mais très difficile à diagnostiquer. Vous, notamment, ils ont mis du temps, les médecins, à vous dire ce que vous aviez. Pourquoi c'est si difficile à diagnostiquer ? Je pense que de façon générale, les troubles psychiques, ça reste quand même une zone assez floue et je pense que ça demande une expertise sur un temps quand même assez long avant de pouvoir poser un diagnostic défini. Et en plus de ça, il y a des traits qui s'entremêlent aussi avec la bipolarité. Donc moi, je sais qu'au début, les psychiatres penchaient plus pour de la bipolarité. En fait, on s'est aperçu que c'était du borderline. Donc voilà, je pense... La différence entre les deux, ce serait quoi ? Alors là, il faudrait poser la question à un psychiatre. Ouais. Mais de ce que moi, j'ai compris, c'est que le borderline, c'est sur des très courtes périodes. C'est ça, voilà. C'est sur une même journée. Alors, ouais. Les bipolaires sont des phases. Exactement. Ouais. Et que le borderline, ce serait des changements de personnalité. Je suis la meilleure du monde, je suis un monstre. Alors que la bipolarité, ce serait plus des changements d'humeur. C'est ça. De la surexcitation à l'abattement et... C'est ce que moi j'ai compris en tout cas. C'est ce que j'ai compris aussi, je me suis documenté un moment sur le sujet. Vous dites, je pense que j'ai toujours été comme ça, ouais. Et que cette sensation de vide permanent, je l'ai depuis très jeune. Mais quand vous étiez très jeune, qu'est-ce qu'on vous dit que vous disiez vos parents, vos amis, vos profs Je pense que j'ai tout gardé pour moi très jeune, mais c'est vrai que cette sensation de vide quasi constante, moi j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec, et c'est vrai que je ne suis pas devenue borderline le jour du diagnostic, j'ai toujours été comme ça, et je ne savais pas que c'était un trouble psychique du tout. Et donc l'annonce a été d'un côté compliquée et de l'autre soulageante.
Parce que ça permettait de nommer les choses et puis de commencer des traitements aussi. C'est ça, c'est que moi j'avais vraiment pris le truc comme une fatalité, donc je suis comme ça et c'est comme ça et ça ne changera pas. Et finalement l'annonce du diagnostic, ça a été aussi chouette, ça veut dire que le problème est identifié, ça veut dire que potentiellement d'autres personnes ont ça, donc comment ces autres personnes vivent avec ça, et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir se concentrer sur les solutions et sur les choses qui existent, parce qu'il y a des solutions. On va évidemment en parler. Vous décrivez ce que vous traversez avec une certaine pudeur en disant voilà, il y a des moments où je suis la meilleure du monde, d'autres moments où je me demande ce que je fais là, et voilà. Mais ça se traduit aussi par vous faites du mal dans ces moments. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui me fait me sentir différente, moi je le vis très très mal, donc je porte une attention particulière au fait d'être incluse, au fait d'être valide, au fait de tout ça. Donc j'ai porté un masque très très fort. Le problème c'est que ce masque il a un coût, il a un prix, et ça va passer par l'accumulation de tout ça, et ça peut passer par soit l'explosion dans une situation totalement lambda parce que j'ai trop accumulé, soit l'implosion, et là ça tombe dans des comportements autodestructeurs ou d'autosabotage assez conséquents. Que vous avez déjà décrit, donc c'est pour ça que je me permets de les citer, mais on trouve ça en lisant vos portraits ou entretiens dans la presse, mais d'automutilation, etc. Enfin, exactement. Quand je dis on se fait du mal, vous vous faites du mal physiquement. Ah oui, bien sûr. Et j'ai des vous attaquez à vous-même. Ouais. Oui, que je garderai toute ma vie de ces phases-là, oui. L'impression de toujours être à côté de la plaque, de ne jamais être dans la norme, de toujours être différent, d'être le vilain petit canard. C'est en ces termes que vous décrivez aussi le fait d'être borderline. On vous retrouve, si vous voulez bien, pour parler des solutions, parce qu'il y en a. On va commencer par vos solutions à vous, et puis les solutions qu'on peut transférer encore plus facilement. Mais ce sera juste après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma. Bonjour. Je vous ai déjà dit bonjour, je vous ai dit bonne année. Bah oui. Oh, génial. C'est vrai. Anti-sèche consacré aujourd'hui à une personnalité que les programmes scolaires abordent peu, et pourtant c'est un homme politique extrêmement important des 3e, 4e et 5e Républiques. C'est Gaston Monnerville. Né le 2 janvier 1897. Tout à fait. Et on le connaît peu. Et pourtant, il a été président du Sénat pendant 10 ans. C'est le premier président noir du Sénat, d'ailleurs. Et les spécialistes historiens de Gaston Monnerville disent de lui que c'est un peu l'Obama français. Alors, il est né à Cayenne en 1897. Il est petit-fils d'esclave. Et d'ailleurs, toute sa vie, il se bat pour l'égalité des droits. Le droit, justement, c'est ce qu'il décide d'étudier. À l'âge de 15 ans, il obtient une bourse pour aller faire ses études à Toulouse. Il devient avocat à Paris. Il se fait connaître lors d'une affaire qui lui permet d'envisager pour la première fois la politique. Et là, entré en politique, il devient député de la Guyane. Tout à fait. En 1932, et 3 ans plus tard, il est aussi élu maire de Cayenne, là où il est né. Son action politique se concentre d'abord sur les colonies françaises. Il est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies en 1937 et en 1938. Gaston Monnerville, qui abolit d'ailleurs le bagne en Guyane à cette période. Et pour l'époque, en Guyane, c'est vécu comme quelque chose vraiment d'extraordinaire, parce que c'est la première fois qu'un homme politique issu de la Guyane entre au gouvernement français. Et sa nomination au gouvernement n'a d'ailleurs pas été appréciée partout. En Allemagne, en Italie, des articles racistes ont titré « Derrière le rouge du Front populaire vient le noir ». Donc c'est terrible. Pendant la guerre, Gaston Monnerville entre dans la résistance. Il a un pseudo de commandant, c'est Saint-Just. Et au sortir du conflit, il est élu à la tête du Sénat. Il a 50 ans, on est en 47. Ouais, alors j'ai dit au début de cette chronique qu'il y était resté 10 ans. Ouais. Et en réalité, c'est 21 parce qu'il a d'abord été président. Et parce qu'il a d'abord été président du Conseil de la République, qui est l'ancien Sénat. De 47 à 58, puis président du Sénat de 58 à 68. Et donc il a vu le passage de la 4e à la 5e République, c'est ça que vous nous apprenez en tant que président de la Chambre haute. Absolument, ce qui lui a valu une vive opposition avec le général de Gaulle à 2 reprises. La première, c'est en 1962. Il refuse l'idée gaullienne du président de la République élu au suffrage universel. Mais ce qui va vraiment être source de gros désaccords avec le général de Gaulle, c'est lorsqu'en 1968, Charles de Gaulle souhaite affaiblir le rôle du Sénat. Il lui a enlevé son rôle de législateur. Pour Gaston Monnerville, le Sénat, c'est la base même de la démocratie. Il était bien sûr contre. Il dit d'ailleurs à de Gaulle, non, monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit, vous le prenez. Donc en fait, le Sénat actuel lui doit quasiment sa survie à Gaston Monnerville. Jusqu'au bout, il a défendu la démocratie parlementaire et le rôle du Sénat. Alors après cet épisode, il se retire quand même de la présidence. Il reste encore sénateur quelques années avant d'entrer au Conseil constitutionnel en 1974. Il meurt à l'âge de 94 ans en 1991. Absolument extraordinaire. Ça mériterait un biopic. Mais, tout à fait. Vous allez vous en occuper. Je vais m'en occuper. Super. On se retrouve tout à l'heure pour la récré ? Avec plaisir. Grand oral, Abigail.
Be the change that you want to see in the world. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est avec cette injonction de Gandhi inscrite sur une pancarte, au dos de la pancarte, qu'Abigail a entamé un long voyage en sortant de l'hôpital où elle était suivie pour trouble de la personnalité borderline. Elle est notre invitée. Pourquoi ce nom d'Abigail? C'est votre vrai nom? Oui, c'est d'accord. vrai, C'est une idée de quelle origine? Française, mais ouais. je pense que mon prénom a des origines britanniques. C'est ça, hein, ouais. Yeah. Parce qu'en disant, en essayant de prendre mon meilleur accent anglais, je me suis dit, je vais me ridiculiser, je devrais mieux lui demander. Vous êtes notre invité. Vous, alors on a décrit donc ce trouble borderline dont vous souffrez, qui est enfin diagnostiqué. Avant de voir comment on peut aider, j'allais dire tout le monde, vous allez choisir une façon très singulière de vous aider vous-même au sortir de l'hôpital. Vous voulez voir des aurores boréales. Oui, complètement. En fait, ça faisait 2 ans que ma vie, c'était un peu que les médicaments, que les blouses blanches, Enfin, j'étais vraiment vue comme la patiente, la borderline, et c'était une étiquette qui était assez lourde à porter. Et en fait, j'arrivais plus à savoir qui j'étais en dehors de ce diagnostic de borderline, et j'avais vraiment... Ça a absorbé toute votre identité, en fait. Bah oui, parce qu'on m'a quand même annoncé du jour au lendemain que ce qui fait mes principaux traits de personnalité, c'est rattaché à une pathologie psychiatrique, donc c'est un peu compliqué. Donc il y avait ce désir profond de me redéfinir moi en dehors de tout ce système psychiatrique. Et il y avait aussi, j'avais l'un de mes plus grands rêves qui était d'aller voir des aurores boréales. Et je voulais aussi reconnecter avec l'être humain parce que je me sentais très abattue par tout ce qui se passe en ce moment, guerre, réchauffement climatique, pandémie. Et en fait, j'avais très peur que l'entraide, la bienveillance, ce soit quelque chose qui se perde parmi tout ce qu'on voit en ce moment. Et j'avais vraiment besoin de me confronter à l'être humain de la façon la plus directe qui soit et de voir si c'est possible ou pas de se baser uniquement sur l'entraide et la bienveillance de totals inconnus et de totals étrangers. Sac sur le dos, ouais. Pancarte à la main, donc la phrase de Gandhi d'un côté, de l'autre la destination à laquelle vous voulez accéder, le tout étant censé vous emmener jusqu'en Laponie. Exactement. Et là vous rencontrez des gens grosso modo super sympa, c'est ça? Ah bah oui, bien sûr. Oui. Reconnecter avec les gens sont gentils, en fait, c'est le scoop de l'émission. On vous a fait ça pour 2023, on est sympa sur School TV quand même. Les gens sont gentils. Mais bien évidemment que si on laisse l'opportunité à une personne de nous aider, finalement il y a très peu de gens qui diraient bah non. Très sincèrement, quand on voit quelqu'un qui est comme ça, qui est hyper ouverte, qui a besoin d'aide, etc. Moi je suis tombée que sur des personnes mais d'une gentillesse pas possible et qui ont fait, je sais pas, des détours pour m'aider, enfin voilà. Et ça a donné des situations assez extraordinaire de, je sais pas, j'ai envie d'aller voir des aurores boréales, mais vous êtes au courant que vous êtes en Belgique, mais voilà, les gens ils sont bons. Mais vous, écoutez, oui, je suis borderline, mais je suis pas complètement dingue, je sais, il faut que je continue. Exactement. Et donc ça m'a vraiment réconciliée de avec le monde, la société, etc. Ça a donné un sens très profond aussi à cette phrase que je porte très à cœur, qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde, qui est la phrase que j'ai lue quand j'étais en hôpital psychiatrique, totalement au fond du trou et où je voyais plus du tout de perspective. Et ça a fonctionné cette phrase. C'est un mot, vous la lisez et à un moment vous vous dites. Mais oui. Je peux m'accrocher à ça autant, voire plus, qu'aux médicaments qu'on est en train de me donner, qu'à toutes ces choses qui essayent de me permettre de fonctionner. Bien évidemment, il y a toutes les solutions psychiatriques qui aujourd'hui participent activement à ma stabilité psychique. Mais aussi, en dehors de ça, dans mon état dépressif, quand j'ai lu cette phrase, je ne sais pas pourquoi je me la suis prise comme ça, en plein dans la figure, parce que je me suis vraiment dit, mais c'est ça en fait. J'ai pas le contrôle sur tout ce qui se passe, mais déjà, moi, toute seule, je peux incarner le changement que je veux voir dans la société et dans le monde. Et en fait, ça commence par chacune. Empathie, bienveillance, aider les autres. Et vous en faites ensuite un choix d'études, puisque je crois que vous êtes dans un étude, ce qu'on appelle la pair-aidance. Ouais. On dit pair-aidance, on croit que ça s'écrit en un mot, mais non, pair comme P-A-I-R, les gens comme soi, en fait, ouais. Et aidance comme aider. Ça consiste en quoi? Alors, pour le moment, je suis en reprise d'études, ouais. Donc je ne suis pas encore à fond dans ce métier, mais en tout cas, c'est l'ambition que j'ai pour mon futur, c'est de devenir pair aidante en milieu hospitalier, c'est-à-dire
en tant que personne vivant un trouble psychique et étant stabilisée. Aider d'autres personnes. Voilà, j'ai une compréhension du trouble qui est peut-être autre que ce qu'un ou une psychiatre peut avoir. Et en fait, c'est totalement complémentaire et c'est un corps de métier qui est, je pense, manquant encore aujourd'hui dans les structures de soins. C'est avoir des personnes concernées qui parlent de leur vécu vraiment et puis qui communiquent aussi cet espoir de rassurez-vous, ça va aller. Et c'est un métier qui se développe de plus en plus, surtout les questions de santé mentale. Il y a eu un colloque à Nantes fin novembre, début décembre dernier qui en parlait. Le trouble de la personnalité borderline, il toucherait entre 1 et 2% de la population. Majoritairement, il est diagnostiqué chez des femmes. On continue à en parler avec Abigaël, mais si vous voulez bien, on prend une petite récré. Oui. Emma, orpheline de Noël, on nous a quand même fait tout un mois de décembre spécial Noël. Et donc pour vous consoler, une petite histoire rigolote ? Bah oui, une petite histoire adorable. Donc l'histoire, c'est celle de Madeleine, une petite fille qui vit en Californie et elle a pris les choses très au sérieux puisqu'elle a envoyé un courrier au département chargé de la protection et du contrôle des animaux de Los Angeles pour leur demander si elle pouvait garder une licorne et s'en occuper dans son jardin. Truc facile, elle l'a trouvé la licorne ? Alors non, mais elle anticipe. Si jamais elle en trouve une, elle aimerait d'ores et déjà avoir l'autorisation officielle de pouvoir s'en occuper. Alors elle a pris vraiment ça très au sérieux. Elle a fini sa lettre en disant « Merci de m'envoyer une réponse par lettre ». Et on lui a répondu ? Tout à fait. C'est même la directrice du département auquel elle a envoyé la lettre qui lui a répondu en personne. Donc, elle a reçu une autorisation officielle, un permis, un badge et même des conseils sur la manière de s'occuper d'une licorne. Alors, je vous les lis parce qu'ils sont fantastiques. Veiller à un accès régulier de la licorne à la lumière du soleil, aux rayons de lune et aux arcs-en-ciel. Un apport en paillettes, évidemment, non toxique et biodégradable pour assurer la bonne santé de la licorne. Polir la licorne, la corne de la licorne tous les mois avec un chiffon doux et enfin lui donner de la pastèque. On ne sait pas pourquoi, mais de la pastèque au moins une fois par semaine. Ok, pas de licorne pour l'instant quand même. Non, mais alors, en revanche, je lui ai envoyé une peluche pour la faire patienter, c'est déjà ça. Heureusement qu'elle n'a pas demandé à s'occuper de dragons. Mais en plus, je crois qu'ils ont aussi prévu quelque chose pour les dragons. Oui, parce que j'ai lu ça, que la présidente du département attendait qu'on lui écrive pour des dragons et elle était prête aussi à donner des ordres pour des dragons. D'accord, il faut peut-être demander les pompiers quand même pour ça. Exactement. C'est exactement ce qu'elle a fait. Mais je lis dans ses pensées. Non mais c'est dingue. Mais c'est dingue, je devrais être directeur de zoo en fait. Vous connaissez mais cette histoire ? Mais c'est génial. Emma, merci beaucoup pour cette première récré. Effectivement, très rigolote. Grand oral, on retrouve Abigaël. Elle souhaite aujourd'hui, je suis complètement troublé moi par les histoires de dragons et de licornes, pardon. Elle souhaite aujourd'hui témoigner pour montrer que des thérapies et des traitements existent. On peut même faire des pas de géant. Je la cite, Abigaël, invitée du Grand Oral. On parle des personnalités borderline, on parle de pères aidants, se faire aider par les pairs. Vous, alors, c'est pas une aide par les pairs, mais parce que c'est pas structuré comme ça. Mais par exemple, les thérapies de groupe, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Oui. Entendre d'autres personnes qui souffraient de troubles psychiques et tout ça, ça a été aussi important que les médicaments. Voire peut-être plus, j'en sais rien, c'est moi donc bien évidemment, aujourd'hui j'ai un traitement médicamenteux, je suis sous stabilisateur d'humeur, donc j'ai un traitement qui marche et qui fonctionne, et ça c'est une béquille énorme. Mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des thérapies qui sont ciblées pour les borderline et qui ont prouvé leur efficacité. Donc moi j'ai fait ce qui s'appelle la thérapie des modes et des schémas. Il y a une autre thérapie qui s'appelle la thérapie dialectique. Peut-être qu'il y en a d'autres et que je ne suis pas au courant. Et en fait cette thérapie de groupe, pour moi elle a eu un impact, elle a fait partie intégrante de mon parcours de rétablissement, ça c'est sûr et certain. Tout simplement parce que avant d'entrer dans cette thérapie, je pense que j'avais toujours pas accepté mon diagnostic et ça a été vraiment en écoutant parler d'autres borderline que j'ai compris qu'en fait, ah non, mais c'est complètement ça. Et je trouve aussi que l'exercice de la thérapie de groupe... Alors au début, moi, j'étais pas du tout convaincue et finalement, j'en suis convaincue à 200%. Mais c'est vrai que quand on écoute une autre personne parler des mêmes difficultés qu'on a, je trouve qu'on a un certain recul qui permet vraiment de prendre conscience des choses. Et en fait, les autres font totalement miroir à ce que nous, on a encore du mal à accepter sur nous-mêmes. Et à la limite, ce qu'on n'est pas prêt à s'appliquer à soi-même,
on a presque envie de dire aux autres, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et on finit par le faire soi-même. Ouais, il y a tout ce défaut d'information à la fois donc, autour de la maladie, autour du diagnostic, autour des traitements. C'est aussi ça que vous essayez de résoudre, vous, avec Voyage au naturel et avec cet engagement. On a écrit militant de borderline. Je vous ai demandé avant si vous assumiez cette façon de vous présenter. Vous avez dit oui, tout à fait, je revendique même. Oui, carrément, parce que moi, dans mon parcours, ça a été beaucoup d'incertitudes et ça a été très compliqué. Vraiment, il y a eu l'errance médicale, tester tout plein de médicaments avant de trouver celui qui fonctionne, faire des thérapies, et c'est vraiment pas simple et pas facile, et ça demande du courage de se lancer dans un parcours comme ça. Et donc, aujourd'hui, si je prends la parole de cette façon-là, c'est pour avant tout communiquer des solutions. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le trouble borderline, chacune le vit différemment. Il n'y a pas deux personnes qui vivent son trouble de la même façon. Par contre, on a quand même un socle commun qui permet d'avoir des solutions qui soient communes. Et ça, c'est très très important pour moi de dire oui, on peut être stabilisé, il y a des apprentissages qui se font d'un point de vue relationnel qui permettent de vraiment vivre une vie beaucoup plus stable et équilibrée. Et de trouver aussi ses propres ressources. Et sans se priver totalement non plus d'émotions, de variations d'humeur, de toutes ces choses qui font le sel de la vie. Et si j'ai bien compris, qu'on a parfois peur de perdre aussi, quand avec les médicaments, avec les traitements, etc. Alors oui, c'est vrai que moi, mon traitement aujourd'hui, il me permet d'être plus stable dans les variations vis-à-vis des pensées noires, des pensées sombres, des choses comme ça. Après, bien évidemment, j'ai toujours des hauts très hauts et j'ai toujours des bas très bas, et ça, en toute sincérité, je pense pas que c'est quelque chose qui peut... Ouais. Voilà. Par contre, ce qui a véritablement changé entre avant et après, c'est qu'aujourd'hui, je suis suivie et je suis encadrée par mon psychiatre. Et c'est ça qui me permet d'être beaucoup plus sereine vis-à-vis de ces hauts très hauts et de ces bas très bas. Vous voyez arriver et vous vous dites, je suis déjà passée par là. Je reconnais ce qui est en train de m'arriver, c'est ça ? Ouais. Déjà, je sais que j'ai toujours des situations qui m'activent, et ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir besoin de m'appuyer sur mon psychiatre dans les périodes un peu plus compliquées. Mais voilà, je suis sereine là-dessus parce que je sais que je ne suis plus toute seule. Avant, j'étais vraiment pas diagnostiquée, donc pas encadrée de quelconque façon que ce soit. Ouais. Et finalement, mais la maladie a une solitude terrible. Exactement. Dans ce que vous écrivez les gens, alors je fais comme ça, moi je suis mignon, je vais encore me faire traiter de boomer dans l'oreillette. Donc dans ce que vous écrivez les gens sur votre compte Insta, quand je dis les gens, celles et ceux qui vous suivent, qu'est-ce qui vous fait particulièrement plaisir ? À quel moment vous vous dites tiens, j'ai bien raison de continuer et de faire ça. Je pense que c'est quand une personne me dit grâce à toi j'ai décidé d'aller consulter ou d'aller consulter un professionnel de santé mentale. Ça, je pense que c'est vraiment... C'est cadeau. Ouais. Et c'est pour ça que vous le faites. Oui, carrément. Abigaël, merci beaucoup. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. Emmaël va céder la place à Marie-Olivier. Merci. C'est l'heure du cours particulier, le premier de l'année. Le cours particulier de Marie-Olivier à l'exploration d'alternatives, d'initiatives pédagogiques dans le monde entier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonne année. Bonne année à vous. Super 2023, plein de nouveautés. Et on commence en partant au Bangladesh. Et vous allez nous parler d'une ONG qui s'appelle Friendship. Exactement, ouais. Friendship a vu le jour il y a 20 ans. C'est Rona Khan qui l'a créé avec le premier bateau-hôpital pour prodiguer des soins de santé aux habitants des zones les plus reculées au Bangladesh, des zones où il n'y a tout simplement pas d'infrastructure. Et depuis, cette ONG continue à toucher ces zones rurales en particulier, avec des populations qui sont extrêmement exposées et vulnérables au changement climatique. Exact. Rien qu'en juin 2022, les fortes moussons au Bangladesh ont fait des dizaines de morts à cause d'inondations ou de glissements de terrain. Friendship a donc une mission première, c'est tout simplement sauver des vies. Et c'est au départ une ONG d'urgence humanitaire dans les zones fluviales. Organisation donc qui travaille d'abord à l'accès aux soins pour tous, toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais ils ont diversifié leurs activités. Oui, exactement. En fait, depuis 2022, Friendship a grandement amélioré l'accès aux soins. Ils ont prodigué plus d'1,4 million de soins de santé dans le pays, mais en étant au contact de ces populations qui sont loin de pouvoir accéder aux services de base, ils se sont dit qu'il fallait viser plus large. Ils ont donc décidé de lutter contre la pauvreté, de préparer à l'adaptation au changement climatique et de donner accès à l'éducation. Alors justement,
Alors, quotidienne, School TV, éducation, voilà. Que fait-il dans ce domaine? En 2006, du coup, 4 ans après la création de Friendship, ils ont mis en place des écoles primaires dans le pays, dans les zones fluviales et dans les îles reculées du nord du pays, parce qu'il y avait très peu d'écoles à l'époque. Le gouvernement ou les ONG, en fait, n'étaient pas en mesure, depuis le continent, de gérer les infrastructures sur une terre qui s'érode et qui se reforme en continu. Et alors, qu'est-ce que fait Friendship différemment ou autrement que, ou en plus, allez dire, que d'autres ONG face à ce problème qui est un phénomène naturel? En fait, ils se sont adaptés, ils se sont vraiment appuyés sur la communauté. Ça fait partie de leur marque de fabrique à Friendship. Ils ont formé des personnes de ces communautés qui sont habituées à ces changements, qui s'adaptent facilement, pour que ces personnes-là deviennent profs sur place et qu'elles gèrent les établissements primaires. C'est de la pérédance, finalement. Exactement, tout à fait. Et depuis 2022, près de 4000, depuis 2002, pardon, 4500 enfants ont été inscrits dans 79 écoles primaires mises en place par Friendship, et les résultats scolaires de ces enfants sont meilleurs que la moyenne au Bangladesh. Wow, formidable. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont à l'école secondaire? C'est compliqué. Alors, bonne question, parce que exactement, c'est pas évident de se rendre dans des zones où il n'y a pas forcément l'équivalent du collège, hein, donc les familles n'en ont pas forcément les moyens, ou alors il y a tout simplement des intempéries qui empêchent. Donc Friendship a quand même mis en place un programme d'éducation secondaire, mais c'est plus difficile dans les zones d'accès de former des gens, des profs qui sont en capacité de donner cours en collège. Et pourquoi ils n'ont pas fait comme pour le primaire? Bah en fait, en primaire, c'est plus simple d'avoir des bases, de former à ce niveau. Donc là, au secondaire, Friendship a fait autrement. Ils préenregistrent des vidéos de cours qu'ils transmettent sur place. D'accord. Avec un autre problème, j'imagine, qui arrive, qui est celui de l'accès à l'électricité. Oui, tout à fait. Ouais, vous avez raison. Mais c'est bien pensé, parce qu'en fait, il y a un système de recharge à batterie solaire. Et l'enseignement uniquement par la vidéo, on l'a vu pendant le Covid, ça ne suffit pas. Hein, et c'est pourquoi Friendship a quand même formé des gens sur place, mais qui sont des médiateurs, pas des profs, pour qu'ils puissent eux-mêmes contacter les profs si besoin. Et donc, résultat, ça marche dans le secondaire. Et ça marche aussi. Une nouvelle fois, ça a fait ses preuves dans le secondaire. Les élèves ont un taux de réussite qui est plus élevé aux examens nationaux que la moyenne. Et dans les villages où il y a des écoles Friendship, le mariage aussi des enfants est beaucoup moins commun qu'avant. Parce qu'en fait, les parents savent que leurs filles en particulier sont plus éduquées, auront de nombreuses opportunités dans la vie, et donc ils sont moins enclins à vouloir les marier tôt. Friendship qui fait donc énormément de choses. On est parti de ce bateau hôpital au Bangladesh. Aujourd'hui, ils agissent pour la dignité et l'éducation des populations qui vivent dans toutes ces zones difficilement accessibles. Exactement. Et pour ne citer qu'un exemple, par exemple, en 2017, ils ont travaillé avec les communautés Rohingyas réfugiées au Bangladesh. Et Friendship, aujourd'hui, c'est plus de 3000 employés, dont 50% font partie des communautés locales. Hein, ils s'appuient vraiment dessus, où les actions sont mises en place. La force de Friendship, qui a son siège au Bangladesh, c'est qu'ils ont su développer aussi un réseau international. Donc, par exemple, ils sont implantés dans les pays dits du Nord, au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni ou en Belgique. Et ce partenariat sud-nord, finalement, permet d'obtenir des ressources financières, certes, mais aussi permet un échange de bonnes pratiques, d'idées et de compétences. Génial. Merci beaucoup, Marie, pour ce premier cours particulier de l'année. Fascinant. Ce qu'ils font. Ça donne envie de croire en l'être humain. C'était le but de votre voyage. Abigail, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette première de l'année. On est super heureux de vous avoir accueillis. Peut-être 2 petits messages, on va enfoncer le clou. Ou là, pour s'adresser directement à des personnes qui sont en situation borderline. Regardez, vous allez faire un truc, je vous avais promis de ne pas le faire. Vous voyez la caméra là? Vous la regardez. Vous imaginez qu'il y a des gens qui vous regardent en vous disant ça ressemble un peu à ce que j'ai. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que si vous vivez une difficulté quelconque avec des pensées noires ou des pensées sombres, allez consulter un professionnel de santé mentale, même si vous vous dites que c'est rien et que ça va passer. Moi, je me suis dit ça et au final, ça a empiré. Et si le professionnel, ça va pas, ça colle pas? Et si vous êtes mal encadré par quelconque professionnel, ne pas hésiter à changer. Voilà, ça c'est important aussi d'avoir un suivi psychiatrique qui vous soit adapté et qui vous convienne. Génial. On a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. On est d'accord? Face caméra, là. Abigail, merci beaucoup. Voyageuse au naturel, c'est le nom du compte Instagram. On peut vous suivre. Je vous ai fait un petit coup de stress, non? Vous avez un petit coup de stress? Ouais, un peu. Ah, désolé. En tout cas, c'était super. Et donc, voilà, vous suivez tous ces conseils. Et vous, de toute façon, si vous tapez aussi le nom d'Abigail sur Internet, vous verrez, il y a plein de portraits dans Mademoiselle. Enfin, j'ai lu plein de choses extrêmement intéressantes et complètes. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, merci aussi. Merci à toute l'équipe, au maquillage, à Laure Audemont, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui aujourd'hui en régie est assistée par Agathe Delannoy, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Bonne année à vous toutes et à vous tous aussi. Et puis, quant à vous qui nous regardez, vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.